Bien, nous poursuivons le débat de ce matin. Donc, je vous rappelle le thème, mais bon, vous avez à peu près compris. La chaptalisation. Les vignerons, entre parenthèses, vignerons et vigneronnes et le changement climatique, diagnostic, solutions, perspectives. Alors, ce que je vais faire, c'est on va faire un petit tour de table cet après-midi. On va commencer par vous, comme ça. Et si vous pouvez vous présenter, et dans un premier temps, dire est-ce que vous partagez le diagnostic qui a été posé ce matin par les vignerons, et puis les interventions qu'on a eues. Emmanuel. Donc, Emmanuel Augereau, je suis vigneron à Saint-Lambert-du-Lattais, sur un domaine familial. Je suis la 5e génération. Donc une longue histoire avec le climat de notre région. Et puis aussi ancien étudiant dans cette école. On en parlait beaucoup du changement climatique pour quelque chose dans demain ou après-demain. Alors qu'en fait, c'est tout de suite et maintenant, et peut-être déjà trop tard, pour pouvoir s'adapter pleinement dans nos métiers. Bonjour à tous et à toutes, merci en tout cas d'être venus. Et merci à ceux qui sont là. Merci à l'association de nous avoir conviés. Je m'appelle Laura David, je suis vigneronne depuis 8 ans maintenant en appellation Montlouis-sur-Loire. Donc j'exploite 9 hectares, majoritairement bien sûr du chenin. Voilà, plutôt novice parce que je suis pas originaire, je suis originaire du Val-de-Loire, mais pas de cette partie du Val-de-Loire. Donc nous, le dérèglement climatique, on le découvre au fur et à mesure des millésimes, on s'adapte. Et je ne vais pas pouvoir rebondir malheureusement sur tout ce qui a été dit ce matin. Je suis arrivée juste après la table ronde. Donc on essaiera d'apporter un petit peu tout ce qu'on a vécu, tous les essais qu'on met potentiellement en place au cœur du vignoble, au cœur des chais pour lutter, si on peut dire, s'adapter contre ce réchauffement climatique. Donc Vanessa Chériot, merci également de nous avoir conviés à ce chouette colloque. Donc Vanessa Chériot, vigneronne en Anjou. J'ai repris le château de Plaisance qui est à Rochefort-sur-Loire, donc plus particulièrement sur la butte de Chaume, donc au cœur des appellations Chaume premier cru, quart de Chaume grand cru, hors cadre familial. Je n'ai pas la chance d'avoir comme Emmanuel 5 générations, mais nous venons également tous les deux de l'ESA, donc ancienne étudiante de l'ESA également. Et puis, le réchauffement climatique, c'est un sujet, oui, c'est sûr, qui était évoqué, je te rejoins là-dessus, j'avoue qu'on l'évoquait, mais comme un sujet à horizon 2050. Je vois bien des graphiques qu'on abordait avec cette vision très lointaine. Ah oui, ça va être compliqué pour le sud de la France, quoi. C'est vrai que ça paraît ahurissant de se dire que depuis 2019, donc installé depuis 2019, il n'y a quasiment pas une année sans conséquence de ce dérèglement climatique. Donc même si, quand on s'installe les prévisionnels économiques, on essaie d'intégrer cette donnée-là, mais là on est bien au-delà, ça fait partie intégrante de notre activité. Alors bien sûr on a eu le gel répété qui est une des grandes conséquences, mais ce qui est fou, et je suis sûre pareil que ça n'a jamais été abordé dans nos études, c'est la sécheresse dans notre région ici, et qui pour nous a des conséquences importantes, quoi. Donc vaste sujet, et en tout cas ça a été réfléchi très tôt dès l'installation, pas le choix. Voilà. Guillaume. Guillaume Pire, je suis vigneron à Fosse-Sèche, dans le sud saumurois. Voilà. Et je vous expliquerai tout à l'heure ma vision. Merci. D'accord. Moi, je suis plutôt pour. Alors Emmanuel, moi je reviens sur ce que vous disiez, qui est un peu inquiétant. Vous disiez c'est peut-être trop tard, c'est peut-être presque trop tard. Enfin, il y a une notion de temps. Ce matin, on a parlé de ça lors de la table ronde. Il y a finalement, qu'est-ce qu'on a comme délai? Comment est-ce qu'on s'imagine le temps de réaction qu'on peut avoir? Et à quoi? Alors,
Moi, je suis plutôt qu'un homme d'action, d'entreprise, avec l'envie d'avancer, plutôt orienté voilà, résultat. Je suis amoureux de la vigne. J'adore la vigne. Tous les jours, elle m'impressionne. Et c'est un très beau métier d'être au contact de cette plante. On a des paysages qui sont absolument géniaux, donc vous allez visiter Savenière, mais je vous invite à revenir redécouvrir la butte de Chaume, nos terroirs du Layon, aller à Fos-Sèche. Vous allez avoir envie d'aller à Fos-Sèche une fois que vous aurez discuté avec Guillaume. Plus tard. Plus tard, un jour. Mais c'est vrai que c'est éprouvant. Moi, ça fait 10 ans que je suis installé. Je suis revenu en 2015 sur le domaine familial. Et j'étais pas préparé à vivre autant la difficulté à produire du vin aujourd'hui. Et sachant que les conséquences, elles sont multiples. Si on avait la conséquence gel, on se concentrerait là-dessus. On dirait on y met les moyens, on voit, on protège contre le gel. Il y a des solutions qui existent, etc. Donc moi, j'ai essayé plein de choses. Le voilage de la vigne contre le gel. Voilà, c'est du temps perdu, trop d'énergie, vraiment trop difficile. Mais c'était un moment où je ne voyais pas d'autres possibilités. Après des pertes de récolte énormes en 16, en 17, en 19, en 21, on dit il faut quand même faire quelque chose. On ne peut pas rester là à subir. Tout ce qui est protection collective, c'est très difficile dans une économie viticole qui est à plusieurs vitesses. Dans nos terroirs, on parle des vins de lieu, mais il y a aussi beaucoup de vins moins valorisés, et donc avec une possibilité d'investir dans la protection qui est moindre. Donc évidemment, on bouge la taille, mais on gagne pas grand-chose. Donc voilà, il y a le sujet de gel, mais après, il y a aussi le sujet de la sécheresse, de l'alternance des pluies, où une année, ça va être le mildiou, donc on va être obligé de faire une vingtaine de traitements. On est certifié en biodynamie, pour réussir à combattre le mildiou. Finalement, il va venir énormément d'eau en fin de saison. On va perdre la récolte, on va mettre 200 heures hectares pour trier, perdre du raisin, finalement pas faire le rendement qu'on souhaite. Au lieu d'être à 40 hecto-hectares, on va être à 30 ou 25. Et tout le coût de la culture précédente, on a vraiment du mal à le mettre, tout simplement à le financer, quoi. Donc ça précarise énormément nos vignobles. Et donc voilà, l'enjeu, il est évidemment d'augmenter le prix. Donc la région, alors on parle des vins de lieu, d'une région qui s'éveille. Alors c'est parce qu'on a une culture viticole, qu'on a rencontré des gens. Voilà, en Bourgogne par exemple, qui nous ont montré ce qu'est un grand vin, qui nous ont expliqué comment est-ce qu'on le vend, comment est-ce qu'on le valorise. Donc ça c'est une chose, mais c'est surtout une impérieuse nécessité pour nous, pour survivre, de valoriser beaucoup plus le vin. Donc le coût de production du vin par rapport à ce que j'imaginais moi étant étudiant, il a plus que doublé. Parce que on a des rendements qui vont naturellement baisser, et des risques climatiques qui sont très variés. Donc on ne peut pas concentrer nos moyens sur un sujet. On peut investir par exemple énormément sur la protection anti-gel avec, je sais pas, par exemple des fils chauffants ou quoi. Voilà, aujourd'hui on met 40 000 € de l'hectare pour protéger avec fils chauffants. Ça y est, c'est bon. Mais sauf que derrière, ça ne va pas nous protéger contre de l'absence d'eau pendant l'été en 2022, etc. Ou malgré, si on protège contre le gel, on aura quand même 25 hecto-hectares. Donc après, comment est-ce qu'on rentabilise? Donc il y a plein de stratégies. Il y a la stratégie qui serait de dire j'intensifie à fond le travail, la sécurisation, en investissant, en y mettant encore plus de travail, etc. Mais finalement, c'est encore un niveau de risque. On agrandit le risque par rapport au climat. Il y a peut-être d'autres approches, au contraire, peut-être d'acceptation d'un rendement moindre, avec peut-être une certaine forme quelque chose d'un peu plus extensif. Par contre, évidemment, moins de rendement, c'est aussi du coup plus de coûts à l'hectare. Voilà. Et sachant que chaque terroir a aussi ses spécificités. Alors nous, notre chance, c'est qu'on a une diversité de terroirs incroyable.
On est vigneron sur Saint-Lambert-du-Lattais, sur la rive gauche du Layon, mais on a aussi des vignes sur la rive droite du Layon, des vignes à Savenière. Chaque terroir est différent. Aujourd'hui, par exemple, les terroirs des Bonnes Blanches sur la rive gauche du Layon va être plutôt résilient par rapport à la sécheresse quand il va être sensible par rapport au gel, alors que sur des terroirs de coteaux sableux à Savenière, là ça va commencer à souffrir par exemple de la sécheresse. Donc on a heureusement cette chance pour niveler un petit peu l'impact, mais oui, c'est pas évident. C'est pour ça que voilà, je dis volontairement un peu tard, sachant que on n'est qu'au tout début du changement climatique. On voit la vague qui va arriver. Donc en fait, l'enjeu, il est de s'adapter gré à gré, de résister, de continuer à aimer la vigne, la soigner, produire les grands vins, c'est ce pourquoi on est là, cultiver son terroir, grandir avec son terroir, mais tout en sachant que l'avenir est incertain et qu'on ne peut pas l'anticiper, et l'intensité du changement est compliquée. Et sachant que changer, c'est douloureux. L'homme n'est pas fait pour changer. Ça, c'est bien en théorie, mais d'un point de vue humain, rien qu'avec une équipe impliquée, une équipe de taille, en disant on va changer nos habitudes, il y a toute une culture à avoir. C'est inconfortable. Voilà, ça, c'est sûr que c'est de l'inconfort. Donc bon, on n'est pas là pour... on est là pour s'adapter, c'est sûr, mais faut emmener tout le monde avec nous. On est des domaines avec une certaine surface, du monde avec nous, et ça, il y a un vrai sujet aussi humain. Comment est-ce qu'on emmène une équipe pour faire face à cette aventure du changement climatique? Merci Emmanuel, il y a beaucoup d'éléments de réponse dans ce que vous avez dit. Laura, comment vous partagez ces analyses, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce qui a été dit par Emmanuel. Oui, Emmanuel, ça a tout dit. Oui, alors il est vrai qu'avec ma petite expérience, nous c'est vraiment le gel au fait qui a été le premier élément qui nous a vraiment fait poser des questions sur ce dérèglement climatique. Pour rebondir sur le fait que toi, au niveau collectif, c'était compliqué, les investissements. Et moi, je pense que c'est plutôt le contraire. Sur l'appellation Mont-Louis, on a réussi à faire un joli maillage, à emmener un très grand nombre de vignerons dans une protection collective, justement parce que on était tous des trop petites structures pour pouvoir investir et protéger une grosse partie de nos vignobles. Donc ça s'est très vite imposé à nous, 2 ans après l'installation, qu'il faille installer des tours anti-gel au fait dans les vignes, après avoir essayé plusieurs choses très chronophages, très coûteuses et potentiellement très inutiles aussi, mais qui rassuraient et qui nous rassuraient d'être dans les vignes, à allumer des bottes de paille, à brasser un peu d'air. Voilà. Je pense que sur cette partie du vignoble, par exemple, c'est le collectif qui fait qu'on a réussi à s'adapter en tant que jeunes installés et à pas mettre cette problématique de côté. Mais il est vrai que depuis l'acquisition de ce matériel en commun, c'est un risque qu'on craint, bien entendu, mais on a déjà sauvé quelques hectolitres sur nos vignes. Ensuite, dans l'adaptation de l'être humain, bien sûr c'est compliqué, parce que je trouve que d'une année sur l'autre, les problématiques ne sont pas les mêmes. L'an dernier, il a énormément plu. Il n'a pas fait très chaud, mais il a quand même fallu qu'on effeuille, qu'on mobilise des équipes potentiellement, qu'on utilise de la mécanisation. Et cette année, c'est tout le contraire, au fait. Donc il est vrai que c'est s'adapter, c'est toujours réussir à s'adapter, mais dans un tempérament peut-être un peu de temps en temps tout feu tout flamme, parce que la vigne, c'est pas une science exacte. Et bien on commence à faire des actions qui, au vu de la météo qui arrive une semaine après, au fait c'est pas pertinent. Donc peut-être que notre métier de vigneron, c'est aussi revoir tout le volet économique, bien entendu, monter en gamme, monter des prix, c'est indispensable pour soit devoir investir ou accepter une baisse des rendements.
Mais c'est aussi, au-delà de ça, être nous aussi résilients qu'on demande à la vigne de l'être, comprendre qu'elle ne va pas toujours nous donner les volumes dont on a besoin pour vivre derrière. Mais de ça, il faut qu'on réussisse à adapter, en effet, à adapter certaines pratiques. Je pense à cette année qui est caniculaire. Les rogneuses sont montées, mais les parcelles rognées en premier, on commence déjà à avoir des signes d'échaudage, au fait, alors que l'an dernier, on essayait de rogner au plus vite pour faire de l'aération dans les grappes. Voilà, c'est vraiment une remise en question permanente, et c'est ça qui est super aussi dans notre métier, c'est une remise en question permanente. C'est quand on trouve une équipe, qu'on arrive à former cette équipe, on leur amène nos convictions, on leur explique nos pratiques, et le millésime d'après, on fait tout le contraire. Alors il faut tout réexpliquer, le pourquoi du comment. Voilà, c'est au milieu de toutes ces problématiques techniques, il y a énormément d'humains. Déjà, nous faire accepter de devoir changer. Et ensuite, comme disait Emmanuel, de devoir faire comprendre aux équipes qu'on a changé d'horizon, de se projeter sur des types de vins qu'on a envie de faire sur nos vignes, qu'on sait qu'elles ont la capacité de le faire, mais au fait, la climato, cette année, elle n'y est pas. Donc moi, je ne vais pas pouvoir faire des demi-secs, je ne vais pas pouvoir faire des moelleux. Mince, parce qu'au fait, c'est quand même le fer de lance du Chenin, c'est le fer de lance de notre appellation. Bon, on va essayer de faire des bulles sympas, un sec qui tient la route, mais on est toujours un peu mitigé entre ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a appris à faire et ce que le millésime nous donne. Donc c'est de là où s'adapter demande beaucoup de recul, beaucoup d'échanges, des moments comme aujourd'hui. Je pense que c'est assez riche pour trouver les bonnes pratiques. Pourquoi pas l'adapter la semaine prochaine, la semaine d'après ou dans 2-3 millésimes. Mais voilà, on est encore sur, pour mon expérience, je suis encore sur une très grosse phase d'observation et d'échange pour pouvoir avoir des perspectives qu'on espère durables, mais à la vitesse où va le dérèglement climatique, la durabilité est assez remise en doute. Vanessa ? Oui. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même, faut se tenir prêt à tout. Il faut avoir les outils, les formations, pour être prêt à tout. Et tout ça, ça a des conséquences évidemment économiques. Et que derrière, il faut pouvoir augmenter le prix, puisque les conditions de coût sont différentes, sont aggravées. Oui, c'est un impondérable. Je vais essayer de dire des choses intelligentes après toutes les choses intelligentes qui viennent de me dire. Ça devient compliqué, ça va être chaud pour toi. En effet, parce que là, on a 4... Je me souviens d'échanges avoir eu avec Vanessa. Par exemple, j'ai adoré les échanges parce que je suis arrivé en fin de la première table ronde. Mais c'est vrai que c'est passionnant de voir le travail de Monsieur Chiden, François, à Montlouis, qui voit le début d'un nouveau ou d'une adaptation d'un itinéraire culturel plus résilient et plus respectueux des sols. Mais avec Vanessa, on a beaucoup échangé, par exemple, sur le travail du sol, laisser la gestion de l'herbe, etc. Et en se rendant compte que l'agilité, elle est très difficile. D'une année 2022, on se dit, les vignes qui avaient un peu trop de couverts sur des sols chez nous qui sont très, très, très fins, hein. On a des fois 20-30 mm seulement de réserve hydrique. Et bien là, les vignes patinaient un peu plus. Quand l'année d'après, fort de ces conséquences, on se dit on va travailler un petit peu plus le sol. Là, on engage une minéralisation de fin de saison liée à une pluviométrie tardive et fait qu'on se dit est-ce qu'il fallait. Donc c'est tout ça dans le pilotage où on doit toujours anticiper. Aujourd'hui, là, la vigne commence à souffrir vraiment sur les coteaux de sécheresse. Mais si ça se trouve, cet automne, on aura eu un mois d'août hyper pluvieux, et qui va engendrer de la minéralisation, potentiellement de la pourriture précoce, de la pourriture grise, et qui va endommager la qualité de la récolte. Donc c'est vrai que aussi ce matin, ce que j'ai trouvé passionnant, c'était l'intervention d'Étienne sur le côté la résilience, savoir trouver des systèmes où on arrive à peut-être pas être optimal, on n'optimise pas. C'est l'agriculture, de toute façon, c'est jamais faire l'optimum d'un sujet, mais vraiment être prêt à tout, quelque chose qui soit plus résilient. Pardon. Non, ça va, je l'aime beaucoup, donc je lui en veux pas.
mais je vais le pincer tout à l'heure. Non, non mais en fait... Il parlera pour Guillaume après. En effet, moi, j'aime bien faire des blagues de cette situation quand même assez pessimiste. Et vous l'avez vu, Emmanuel est assez pessimiste. Donc, dans nos échanges, on essaye justement de s'appeler quand il y en a un pour optimiser et essayer d'être un petit peu plus plutôt optimiste, c'est ça que je veux dire. Et la clé, en effet, c'est de se dire, moi je dis à chaque fois, en fait, on est des startups, quoi. Et on réadapte. Donc, on croyait comprendre des choses. À chaque millésime, on est là... on a compris quelque chose et en fait pas du tout. Et la seule clé, parce que il y a plein de choses qui sont abordées à chaque fois, les changements de cépage. Nous, ça y est, la planète enfin parle du chenin. Tout le monde vit du chenin. Tout le monde sait que ça fait des vins incroyables. On va quand même pas changer ce cépage incroyable et magique et qui est plutôt bien adapté pour plein de raisons au réchauffement climatique, notamment par le fait que c'est un cépage qui a une superbe acidité et qui tient l'acidité même des millésimes très secs. Mais par contre, en effet, si on essaye de voir plutôt le spectre optimiste, on a plein de possibilités pour s'adapter. Que ce soit au niveau du travail du sol, d'un millésime très sec à un millésime très pluvieux, ça peut être au niveau du rognage. Mais je te rejoins également sur la difficulté, c'est ça, en effet, c'est on passe d'aléas complètement différents d'une année sur l'autre. Et c'est voire même dans la même année. Oui, c'est pas parce qu'on a commencé avec des années de gel et c'est vrai qu'on a vraiment tous évoqué. Alors tu parles du collectif, malheureusement le collectif, on essaye, mais ce n'est pas possible à toutes les configurations de vignobles. Et nous, on n'est que sur des coteaux, par exemple. Là, le collectif est plus compliqué, par exemple, dans nos configurations de vignobles. Donc, c'est pas forcément des solutions qui soient toujours adaptées. Nous, au domaine, on essaye en effet de se dire qu'à chaque saison, on va avoir une certaine ligne de conduite qui est en fait la qualité des vins et des raisins. Voilà, c'est le seul objectif final. Mais qu'à chaque intempérie de la saison, en chaque problématique, on s'adapte, on ajuste avec tous les leviers qui soient dans nos mains. Et donc ça laisse encore des opportunités, il faut le voir comme ça. Et après, en effet, économiquement, je pense qu'il faut plutôt voir cela sur un temps long. En essayant d'avoir un certain équilibre économique avec des rendements plutôt réduits en disant en fait à 25 hecto-hectares c'est mon équilibre et puis peut-être que des fois on fera 10, je ne nous le souhaite pas, mais des fois on fera 35-40 et d'essayer d'avoir une espèce de feuille de route qui n'est pas facile, mais en effet ça demande à faire comprendre à nos consommateurs qu'on ne peut plus produire des bouteilles de chenin à 12 €. En fait, avec la qualité de travail que l'on fait, c'est absolument plus possible aujourd'hui. Voilà. Et puis, dans les pires moments de dépression, moi, il y a un truc qui m'aide. Emmanuel, je te le partage. Non, je me dis que quand même, il y a donc être en mode start-up et se dire que il faut être agile et s'adapter et pivoter, comme disent les fameux start-upers, donc on pivote. Mais être très ouvert d'esprit et cultiver la curiosité. On a quand même survécu au phylloxéra. Et moi, c'est un truc qui m'aide. Je me dis, on a quand même trouvé cette solution. On a modifié l'ensemble du paysage viticole français par cette technique. Et il fallait être quand même à l'époque assez audacieux pour faire ça. Donc, je suis encore pleine d'espoir en me disant que on va être résilient, on va trouver des solutions en s'adaptant. Chaque millésime étant une nouvelle lecture, un nouvel apprentissage, ça c'est sûr. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut psychologiquement et économiquement, qui sont pour moi les deux choses nécessaires pour continuer avec une certaine adversité, ça c'est sûr. Mais il faut cultiver aussi un certain optimisme. Donc la vigne est robuste. Oui, et nous aussi. Mondialement, historiquement, la vigne est robuste. Elle a même résisté à la loi Evin. Exactement, oui. Guillaume, vous voulez parler? Vous voulez nous dire un mot? Merci beaucoup. Il faut pas le brusquer, Guillaume. Non. Moi, je n'ai pas un grand talent d'orateur. Je vais juste vous raconter humblement mon histoire. Moi, je suis né en Belgique. J'ai grandi en Afrique. Mon père a passé 37 ans en Afrique de l'Ouest. Il a apporté de l'eau à plus d'1 million de personnes.
Et à Madagascar aussi, j'étais 13 ans à Madagascar, entre l'Afrique de l'Ouest et Madagascar. Et je suis parti en Suisse apprendre la viticulture et l'œnologie. Et j'ai rapidement compris qu'il y avait des choses que j'apprenais et qui n'allaient pas avec ce que j'observais. Et les discussions que j'avais avec des vignerons, on est arrivé en France en 98. On a acheté Fosse Sèche, c'est un domaine qui a été créé par les moines bénédictins qui ont précédé les moines cisterciens il y a 1200 ans, il y a 12 siècles que le domaine existe. Son nom d'origine est en latin, Fossa Sica. Et donc j'avais pas de doute sur le fait que ce soit un lieu pour faire du vin, parce qu'un domaine qui existe depuis aussi longtemps, il est possible que ce soit un terroir à vigne quand même. Mais on entendait sur les salons, avec les rencontres, les gens qu'on fréquentait chez des clients, des problématiques que rencontraient dans le monde du vin. Et moi, j'ai toujours entendu parler d'océan de vigne. C'est vrai que le premier constat, ça a été ça. Et puis après, je me rappelais quand on allait plonger à Madagascar quand j'étais gamin. Bon, il n'y avait pas trop de sécurité, hein. On mettait une bouteille de plongée sur le dos, on sautait de la pirogue et c'est vrai que quand on regarde quand on est au milieu de l'océan, Indien, je comprends pourquoi on dit océan, mais une fois qu'on se jette à l'eau, on arrive sur le récif ou dans une passe et puis il y a des raimentas, il y a des murènes, il y a des requins, il y a plein de vie. Et donc j'ai rapidement plus été d'accord avec le fait que ce soit des océans de vignes, mais j'étais plutôt d'accord avec le fait que ce soit des déserts. Et moi j'ai été conçu en Mauritanie, et quand on est au milieu du Sahara, qui fait 35, 40, 45 degrés à l'ombre, c'est normal de ne pas voir ni entendre chanter les oiseaux. Mais quand on est dans des climats tempérés comme ici, et qu'on va dans le vignoble, qu'on se promène, c'est pas le Val-de-Loire, hein, c'est tous les vignobles, et qu'on n'entend plus et qu'on ne voit plus chanter, enfin on n'entend plus chanter un oiseau, on ne les voit plus, je me dis qu'il est possible qu'on ait fait quelques erreurs. Et moi, à l'école, j'ai appris qu'il fallait apporter, par exemple, 50 unités d'azote à l'hectare. Il y a plus de 25 ans, il y avait déjà des études qui sortaient et qui montraient que des vignes qui étaient plus que centenaires, les systèmes racinaires étaient descendus à plusieurs mètres de profondeur et bizarrement, il était remonté et que on commençait déjà il y a 25-30 ans à constater que le système racinaire des vignes du monde entier restait souvent à une profondeur de sol de 30-40 cm. Et ça doit quand même nous amener à réfléchir. Parce que des vignes qui étaient descendues à plusieurs mètres, qui sont remontées, on n'a peut-être pas fait les bons choix. Alors moi j'ai été dans des déserts, mais j'ai été aussi dans des forêts primaires. Moi je pense que je suis la personne la plus gâtée de la planète parce que nos parents nous ont emmenés dans des écosystèmes très très différents. Alors, on n'avait jamais eu un Game Boy ou un truc comme ça, mais on a vu vraiment des écosystèmes incroyables. Et quand vous allez dans une forêt primaire, pendant la saison chaude, les grands arbres, alors en Afrique de l'Ouest, en Afrique noire, au Cameroun et ça, c'est des moabis, mais ça peut être d'autres types d'arbres. Mais les arbres qui font 30, 40, 50 mètres de haut, il faut une pression hydraulique incroyable pour amener la sève brute et la sève élaborée tout là-haut. Et les arbres, pendant la saison chaude, même s'ils sont puissants, on voit toutes les feuilles des arbres qui sont un peu avachies comme ça. Et les seules feuilles qui sont pleines de vie, c'est les feuilles des lianes. La vigne est une liane. On a nourri l'humanité grâce à une agriculture qui a été basée uniquement sur une science observationnelle. Et la science observationnelle, elle a autant de valeur que la science en blouse blanche. Et pourquoi les feuilles des lianes dans les forêts primaires sont encore étincelantes, même dans des conditions extrêmement compliquées? Parce qu'on n'a aucune difficulté à trouver des racines de lianes à 60 mètres de profondeur. Il n'y a aucun arbre qui a une puissance racinaire comme les lianes. Et si le monde du vin avait la connaissance de ça, parce que
tout le monde sait que la vigne est une liane, et je n'ai personnellement jamais échangé avec quelqu'un qui fait ce métier et qui a été dans une forêt primaire et qui a constaté la même chose que ça. Et je suis content parce que, et moi j'aime bien être content parce que je suis un enfant, donc j'aime bien être content. Francis Allais, qui est un ami et le plus grand spécialiste au monde des canopées des forêts primaires, après une discussion dans son salon, a validé un peu des idées que j'avais déjà à l'époque. Et je pense que il faut repenser les itinéraires agronomiques, y compris la fertilisation. Parce que depuis 80 ans, avec les herbicides, mais pas que, avec les engrais, le goutte à goutte, c'est terrible. Il ne faut surtout pas faire ça. Ces itinéraires agronomiques ont stimulé la paresse, la fainéantise sur la plante la plus courageuse du monde. Je dis souvent à Fossèche que la richesse de Fossèche, c'est la pauvreté de son horizon de surface. Ça fait plus de 35 ans qu'il n'y a pas eu d'engrais. Et que nous, aujourd'hui, depuis 2018, on a tous les millésimes. Quand on voit des vignes qui ont 40, 50, 60 ans, qui ont des feuillages qui deviennent, moi je dis plombés, mais ils sont kaki, vert militaire. Donc on a un feuillage qui est à l'agonie, hein, une plante qui est limite en détresse respiratoire au tout début de la véraison. On se dit mais comment ces feuilles, qui sont des micro-laboratoires d'élaboration des sucres, vont parvenir à faire mûrir ces raisins, et ils annoncent pas d'eau. Et nous, sur des vignes qui ont 4, 5, 6, 7 ans, Emmanuel, t'es venu, hein, t'as vu, j'essaie de ne pas dire trop de bêtises dans la vie, les feuilles, elles sont, c'est de la laitue, c'est de la salade. Ça doit vraiment nous amener à réfléchir. Le réchauffement climatique, il existe. Des modifications, il y en a eu. Aussi vite, jamais. On subit tous ça. Avec mes collègues, on vit tous la même histoire. C'est terrible. Il faut amener toutes nos équipes avec nous. Nous, on a 15 hectares, on est 10 salariés. C'est important que tout le monde comprenne la nécessité de prendre soin, de faire attention, mais on doit aussi changer des choses. Et c'est pas parce que dans les livres ou parce qu'à l'école, à un moment donné, on a appris, parce qu'il est possible aussi qu'on apprenne des fois des bêtises, même si on n'apprend pas que des bêtises, hein, il faut revoir les itinéraires agronomiques. Parce que on ne peut pas continuer à stimuler un système racinaire sur les 30 premiers centimètres de sol. Et la seule solution, c'est d'avoir un horizon de surface quand même relativement pauvre. Moi, je ne vois pas d'autre issue. Je suis convaincu qu'il faut un paysage plus forestier. Les plus belles vignes de la planète sont des vignes qui poussent toutes seules dans des forêts, qui n'ont jamais été taillées, qui n'ont jamais été traitées, qui n'ont jamais été amendées. C'est des vignes sauvages. Hein. Elles sont plus que centenaires et c'est les plus belles vignes que j'ai vues dans ma vie. Et donc, il faut un paysage plus forestier. Hein. La vigne est une plante grimpante qui utilise les arbres pour grandir. Alors nous, on installe du palissage, mais il faut que les systèmes racinaires descendent. Voilà. Et si on met des engrais, trop de fumier, alors c'est bien, on parle de matière organique pour amener de la résilience dans le système agricole, je suis d'accord, mais si il y a aussi énormément, des milliers, des dizaines de milliers d'hectares de vignes qui ont 30, 40 ans, avec à 25, 30, 40 cm de profondeur, des pailles qui ont plus de 20 ans, qui ne sont pas décomposées. Hein, parce qu'on a entretenu l'idée qu'il fallait apporter des gros apports de fumier 2 ans avant la plantation. Et du fumier et des pailles qui ne se décomposent pas j'en ai encore vu une parcelle comme ça il y a quelques mois chez un ami. Voilà, moi je suis certain que les arbres qui émettent des frigocalories participent à la solution. C'est des ascenseurs hydrauliques, ça ramène de la biodiversité. Il faut amender moins. Les engrais verts sont hyper vertueux par rapport à tout ce qui existe.
mais produisent malheureusement, hélas, les mêmes effets. Je peux vous garantir que si je pose ici un jambon espagnol 100% race pure Bellota de chez Juan Domecq qui a 6000 hectares hein, et 3000 cochons, 2 hectares par cochon, et je mets à côté un fusil et je vous dis où vous allez tirer un sanglier hein, dans la forêt ou alors vous mangez du jambon là, moi je mange du jambon. Hein. Donc et moi je suis un vieux de bientôt 47 ans, je ne sais pas utiliser les nouvelles technologies comme il faut, les téléphones, tout ça. Les jeunes qui ont 25 ans, ils ne savent plus lire une carte, mais ils sont hyper doués avec les technologies. Même nous, on fait les mêmes erreurs. Quand le GPS nous plante, on est comme des cons, on ne sait même pas dans quelle direction on est allé. C'est normal. Tous les êtres vivants, si on stimule la paresse d'un être vivant, le piège, on tombe vite dedans. Et la vigne, elle est tombée dans un piège, alors que c'est la plante la plus courageuse du monde, et on aime nos vignes. Tous ici, autant qu'on est, on aime nos vignes. Et peut-être que le premier acte d'amour, c'est des fois de lui rendre la vie un peu plus difficile au début, pour stimuler son développement racinaire. Voilà. Et tant pis si c'est dur, et tant pis si ça fait mal. On est parents aussi, on ne dit pas toujours oui. Voilà, moi je suis pas un très bon père, mais j'aime ma fille. Mais voilà, essayer de faire bien, c'est pas toujours dire oui, et c'est pas toujours faciliter les choses. Voilà. Merci Guillaume. Est-ce que vous, après je passerai le micro dans la salle, est-ce que vous vous préoccupez de la descente de vos racines? Jusqu'où vont vos racines? Ah, ça rigole moins là, hein? J'ai été à Fosse Sèche, donc je vois très bien ce dont Guillaume veut parler. Nous, on a des terroirs qui sont quand même très différents. Il y a des altérations de schiste sur lesquelles on peut avoir des enracinements qui sont très profonds. Ça, c'est très intéressant, justement, dans cette résilience-là. Il y a aussi des dalles de grès peu pénétrables, même des vignes qui ont été plantées par mon grand-père. Mon grand-père, il plantait à l'époque 20 arts par an. Il faisait un trou à chaque pied à la pioche. Il refaisait un petit monticule, il mettait bien les racines comme il faut. Enfin, vraiment un bon travail pas comme des poireaux comme on fait aujourd'hui à la machine. Et pourtant, on voit bien qu'il y a assez peu de racines qui vont pénétrer les grès. Donc c'est pour ça que le vécu dont je parle, où c'est difficile, c'est parfois parce qu'il y a des limites à ces terroirs-là. Il y a d'autres fois, il y a une couche de glaise. Alors ça, c'est tout l'enjeu d'arriver dans la préparation des sols à la plantation à réussir à pénétrer cette couche de glaise, les schistes. Parfois, ça altère avec une couche assez impénétrable et parfois hydromorphe. Donc si bien que l'hiver, on a des surplus d'eau qui viennent un peu déprécier le système racinaire. C'est ensuite difficile pour les vignes de repartir. Par contre, ce qui reste, c'est au domaine, on a beaucoup replanté, relocalisé le vignoble aussi, en essayant de choisir des endroits intelligents. Et on a aussi travaillé beaucoup sur l'aspect porte-greffe. Donc on essaye beaucoup de choses sur des porte-greffes. Et c'est vrai que sur la voie variée, le matériel végétal, il y a quand même une voie qui est, je rejoins tout ce qui a pu être dit ce matin, une voie très importante. Et puis également sur tout ce qui est variabilité du chenin, c'est quand même un cépage qui est hyper résilient. Donc on peut trouver du matériel qui, j'aime pas ce mot-là, mais qui permet de retarder les vendanges. Sur l'aspect racinaire, c'est une vraie question. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que la vigne qui est la plus enracinée est la plus résistante. Et finalement, le Graal, c'est ça. Mais les moyens de trouver le Graal en fonction des terroirs n'est pas si évident que ça tout le temps, quoi. Est-ce qu'il y a des questions où vous voulez répondre? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi non plus, Marie-Thérèse, t'en fais pas. Oui, c'est Guillaume quand même, hein, c'est pas...
Non, si je mets un beau jambon espagnol sur la table et à côté je mets un fusil, eh ben, je ne sais pas combien d'entre nous vont prendre le fusil pour aller tirer un sanglier et faire le jambon. On a un bon jambon sous nos yeux, moi je vais quand même manger le jambon d'abord. Et c'est normal, on va tous à la facilité. Les animaux le font, les végétaux le font. Et c'était pour illustrer le fait que on avait stimulé la paresse d'une plante qui est hyper courageuse. On a tendance des fois à l'oublier, qu'elle est hyper courageuse et qu'il faut repenser les itinéraires agronomiques. Voilà. Moi j'ai mis, nous on a 15 hectares de vignes au milieu d'une seule parcelle de 45. J'ai planté 5000 arbres, arbustes, buissons. On a mis l'équivalent de 11 km de haies. Je pense que l'avenir de l'agriculture et de la viticulture sera dans un paysage plus forestier ou ne sera pas. Voilà. Alors justement, Guillaume, j'ai une question sur la facilité. On va rester dans le sujet du réchauffement climatique. Et il faut savoir qu'ici en Loire, il y a quelques pionniers qui, depuis 30 à 35 ans, ont exploité les capacités de la vigne à essayer de lutter contre le phylloxéra par voie naturelle, c'est-à-dire des vignes franches de pied. Oui. Jusqu'à présent, les résultats sont plutôt favorables. Ce qui veut dire qu'on s'est toujours posé la question de l'adaptabilité d'un végétal comme le raisin au réchauffement climatique. On ne s'est jamais posé la question de l'adaptabilité du phylloxéra lui-même aux nouvelles donnes climatiques. Et je pense que ne pas être dans la facilité et être pionnier, c'est peut-être essayer, sur certains raisins, certains terroirs, d'expérimenter le retour à un être qui ne soit pas greffé. Imaginons un humain qui a fait une insuffisance rénale, on lui a greffé les 2 reins, il survit parce qu'on lui donne des immunosuppresseurs. Ben, la vigne, c'est ça. La vigne, c'est devenu, depuis 150 ans, un être vivant qui survit, qui vit, mais qui n'a sans doute pas toutes les capacités immunitaires qu'avaient les raisins du 19e siècle avant la greffe, avec des porte-greffes différents génétiquement. Et moi, j'aimerais que les vignerons suivent l'exemple des pionniers de votre région, justement pour replanter des cabernets francs de pied, des gamay, des chenins francs de pied, pour essayer de voir, pour ne pas être dans la facilité, manger le jambon espagnol plutôt que le fusil. Alors, prenez le fusil. Oui. Non, mais il y a plein de solutions. Après, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, une grande partie du vignoble a disparu. Heureusement qu'il y a eu le porte-greffe américain, parce que sinon, il n'y aurait plus de vignerons. Et on boirait du Coca-Cola, donc c'est un peu moins sympa, je trouve. Pardon ? Oui, mais c'était avant. Mais vous savez, par exemple, je me rappelle d'une discussion chez Egon Müller en Allemagne, à Wiltingen. Il a des vignes francs de pied, mais pré-phylloxériques, pas francs de pied d'aujourd'hui. Et je peux vous garantir qu'en 2003, quand il a vu arriver le phylloxéra dans ses vignes qui étaient pré-phylloxériques, francs de pied pré-phylloxériques, parce qu'il a fait chaud et que pour la première fois, les conditions étaient réunies pour que le phylloxéra s'installe chez lui, alors qu'il a le terroir peut-être le plus froid du monde. Hein. Il arrive à monter à plus de 25 grammes d'acidité sur des TBA. Marie-Thérèse est allée là-bas, j'avais organisé ça, on devait s'y retrouver, mais j'ai eu la mauvaise idée de passer sous un camion en 2006 à ce moment-là. Quand Egon, quand il voit arriver le phylloxéra dans ses vignes francs de pied, pré-phylloxériques, ça lui a pas plu. Donc moi, je crois de toute façon qu'il n'y a pas une solution. Je crois en plus il y a beaucoup de choses à mettre en place. L'idée des vignes francs de pied, c'est une belle idée. Il y a des super vins qui sont faits sur des vignes non greffées. Moi, personnellement, j'ai renouvelé une partie de mon vignoble et je n'ai pas planté une seule parcelle en francs de pied parce que j'ai beaucoup investi pour remettre en état un lieu incroyable mais qui a nécessité beaucoup d'efforts et que j'ai pas eu le courage, parce que des fois on peut en manquer, tout le monde, de planter des vignes francs de pied.
Voilà, je pense pas faire partie des gens qui peu courageux, mais ce courage-là, je l'ai pas eu. Voilà. Donc moi, je dis pas que je vais pas le faire, mais pour l'instant, je l'ai pas encore fait. Voilà. Merci Guillaume. Une autre question? Mais bien sûr, mais j'ai eu des massales et j'ai vu des massales qui faisaient des moins beaux vins que certains clones. J'ai vu des vieilles vignes qui faisaient des moins bons vins que des jeunes vignes. Et je pense qu'il y a beaucoup d'images, beaucoup d'idéologie. Et qu'on a l'honnêteté de devoir reconnaître que des fois, il y a des vignes qui ont 5-6 ans, qui font des vins incroyables. Moi, je suis arrivé à Fossèche, c'était des clones vins, par exemple, sur les Chonins, parce qu'on parlait du Chonin. Les clones vins, c'était à Saumur, il y a eu beaucoup de ces clones-là qui ont été plantés. Je ne sais pas, Jean-Michel, s'il y en a eu beaucoup en Anjou, mais à Saumur, apparemment, c'était vraiment un peu la norme, parce que c'était pour faire des vins de base pour les maisons de bulles. Je peux vous garantir que c'était affreux. Hein. Et quand j'ai commencé à planter de la vigne dès 99, immédiatement, des vignes qui avaient 3-4 ans, ça faisait des vins qui étaient bien meilleurs que des vignes qui avaient 50 ou 60 ans. Donc, moi, je refuse le dogme et l'idéologie. Je crois que c'est des sujets qui sont complexes. Vieille vigne ne veut pas dire vin de qualité, jeune vigne ne veut pas dire mauvais vin. Franc de pied n'est pas la garantie non plus d'un grand vin. Et partout où il y a des bons vignerons, il y a des bons vins. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut travailler. Et concernant le dérèglement climatique et cette modification qui va vers un réchauffement pour nous, il faut travailler maintenant. Et c'est pas dans 10 ans qu'il faut s'y mettre. Voilà. Moi, alors, on a une autre question. Vous savez quelle profondeur atteignent vos racines, enfin les racines de vos vignes? Nous, on voit sur des vignes, quand il y a 1500 hectares de vignes sur 3 communes, les vignes, des jeunes vignes qui ont moins de 5 ans, hein, ces dernières années, on commence à récolter un petit peu ce qu'on est en train de mettre en place. Et les feuillages les plus verts, la laitue, la salade, la plus fraîche, c'est chez nous. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. Mais moi, je veux savoir à quelle profondeur vont les racines. En fait, les racines, elles peuvent descendre sans problème à plusieurs mètres de profondeur. Hein. Mais ça dépend de l'itinéraire agronomique. Et quelquefois, je rejoins Emmanuel, quelquefois, mais dans une minorité des cas, c'est le sol qui empêche un développement racinaire. Et en fait, moi, je refuse de rentrer dans une compétition de mes racines sont à tant de centimètres. C'est très vigneron, ça. J'ai un tracteur plus gros, j'ai plus de vignes. Non, mais c'est pas une compétition, c'est avoir une idée. En fait, la profondeur suffisante, c'est quand les vignes ne subissent pas la chaleur et la sécheresse, et qu'un feuillage reste bien vert. Et quand les feuillages deviennent kakis, c'est que quand les feuilles deviennent épaisses, cassantes, c'est que le système racinaire il est à une profondeur trop faible. Mais ça dépend du sol, ça aussi. Mais, non, ça dépend. Non, je ne suis pas d'accord. Ça ne dépend pas du sol. Ça dépend du sol quelquefois. Mais c'est quelquefois, dans certaines conditions. En Anjou, il y a des endroits, il y a des dalles de schiste, des dalles de grès. Hein. Partout. Mais pas partout. Enfin, non, c'est pas vrai. Je peux pas laisser dire ça. Alors, je m'excuse. C'est pas possible. On peut avoir sur le tuffeau, parce que des fois on entend oui, mais dès qu'il y a du calcaire, les racines descendent pas. C'est pas vrai. Tous les vignerons ici qu'on est, on a vu des racines traverser, descendre dans les caves et tout ça. Bien sûr. Et moi, je suis sur une faille de silex avec des gravés de silex. Hein. J'ai entre 15 et 25 mètres de graves de silex, donc c'est des sols pour moi. Alors moi, pour le coup, c'est facile par rapport à Emmanuel. Moi, c'est beaucoup plus simple que pour lui, puisque moi, c'est que de la grave. Donc, mais les racines peuvent rester en surface ou descendre en fonction de l'itinéraire agronomique qu'on va choisir. Et après, en dessous, j'ai du falin. Les falins, c'est les coquillages de Douai-la-Fontaine. Et là, il y a du calcaire.
Bon, on va prendre une dernière question parce qu'il faut qu'on avance par rapport au timing, malheureusement. C'est juste un bref commentaire par rapport à cette question du système racinaire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que les pratiques culturales sont très importantes et surtout juste après la plantation. Les premières années sont déterminantes et souvent la volonté d'avoir des raisins trop tôt vont rentrer en compétition avec le développement du système racinaire et va stopper finalement son installation. Et donc ça, c'est pas vouloir aller trop vite. Je pense que c'est une garantie aussi d'avoir un système racinaire qui va aller en profondeur autant que faire se peut. Et puis investir sur l'avenir. Merci Nathalie, on vous retrouvera tout à l'heure. Merci à nos intervenants, à nos vignerons et vigneronnes. Et on peut les applaudir, bien sûr.